bonsoir. Si vous aimez la politique, si vous êtes là cet après-midi, je suis sûr que vous avez envie de retrouver mon invité, président de parti de gauche, député européen. Claude Sérillon l'attend avec impatience, Jean-Pierre également. C'est Jean-Luc Mélenchon. Non, pas toi, zéro. Cher maître. Jean-Luc Mélenchon a déjà passé 2 heures sur ce canapé cet après-midi. Est-ce que vous êtes content de ce qu'on a entendu cet après-midi? Je suis un peu dérouté. Bon, c'est un moment charmant, un moment où on peut s'exprimer. Et je crois que j'ai plus trop l'habitude de ça. Ouais. L'habitude de l'interview politique, c'est une certaine cruauté. On a rarement le temps de pouvoir finir sa phrase. Et si par hasard on prend le temps de respirer comme je viens de le faire, en général, trop tard. Il y a une autre question qui est venue et vous êtes en train d'y répondre qu'une autre tombe en même temps. On a le temps. Voilà. Alors, vous avez rencontré en coulisses beaucoup de journalistes. Il n'y a jamais eu autant de journalistes dans les coulisses de notre émission pour un homme politique. Peut-être quand Ségolène Royal est vu pour la première fois. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les journalistes? Ils m'ont posé des questions sur vous. Et m'autorisant de notre nouvelle fréquentation, j'ai donné beaucoup de renseignements. Très bien, je vais lire ça dans la presse. Après, bon, c'est toujours les mêmes questions, souvent. Là, qu'est-ce que je fais là? Oui. Bon, parce que ils ont demandé la même chose à Besancenot, d'ailleurs, quand il était venu. Mais vous êtes très critiqué, Michel Drucker. Vous êtes critiqué de différentes manières. Vous l'êtes par ceux qui sont critiques du système médiatique, qui vous considèrent comme une espèce de vaisseau amiral du divertissement dépolitisant. Je me suis fait engueuler à cause de vous. On m'a dit mais comment tu vas participer à une émission qui va dépolitiser? Moi, je pense que... Vous êtes senti dépolitisé cet après-midi? Ben non, je pense que se font dépolitiser ceux qui déjà n'étaient pas très politiques au point de départ et n'ont pas trop envie de l'être. Et d'ailleurs, ça se voit sur votre canapé. On voit des gens devenir tout d'un coup très lisses comme votre velours. Et c'est pas mon cas, donc bon, moi je peux dire une chose, j'ai été respecté ici. J'ai pu cet après-midi donner à voir, échanger dans des conditions de dignité et de respect que j'ai pas toujours trouvé, et je tiens à le dire. Voilà. Alors, Michel, sur sa personne, Claude, juste un petit mot sur vous-même, sur votre intime. C'est reparti pour de la psy à 2 balles. Non, pas du tout. C'est que vous venez de dire, je suis un peu dérouté. Et je trouve qu'il y a beaucoup de pudeur chez vous, curieusement, parce que vous ne parlez pas de votre vie privée, de votre famille. Vous avez érigé ça comme une règle, ou c'est une attitude que vous avez constamment dans la vie, par exemple? Bon, d'une manière générale, dans l'existence, bon, je suis un homme du Sud. Je parle avec les mains, mon visage remue. Voilà, j'aime les vins goûteux, les fromages qui ont de l'odeur. Vous voyez, c'est mon genre. Mais après, pour autant, souvent, le regard qu'on porte sur les gens du Sud, on les croit plus prompts à se livrer qu'ils ne le sont. Tandis que les gens du Nord, comme ils ne disent rien, souvent, ils sont plus réservés, plus fermés. Plus loin, vous êtes un homme public, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus Et voilà public? l'erreur. Justement, je ne suis pas un homme public. Je suis un homme privé qui a une activité publique. C'est pas pareil. c'est pas commode, ça, à concilier. Bah, c'est bien, mais c'est ça ma légitimité. Les gens ont voté pour moi, pour les idées que je représente, pour l'équipe. Ils n'ont pas voté pour ma femme, ma fille, ma petite-fille, ma mère, ma sœur, que sais-je encore. Tout ça est totalement déplacé en République. Pour ceux qui n'étaient pas là cet après-midi à 14 h, voici donc les images qu'on va revoir de Tanger jusqu'à aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes né le 19 août 1951 à Tanger, dans le Maroc du sultan Mohamed V. C'est l'époque des luttes d'indépendance en Afrique du Nord. Vous y passez la première partie de votre enfance. En 1962, à l'âge de 11 ans, votre famille revient en France. Ce départ sera vécu comme une grande souffrance. Vous passez votre adolescence dans le pays de Caux, puis dans le Jura, où votre maman est mutée. En mai 68, élève au lycée Rouget de l'île de Lons-le-Saunier, vous suivez le mouvement lycéen local. L'année suivante, vous rejoignez l'UNEF.
De 72 à 75, militant trotskiste, vous dirigez à Besançon une section de l'organisation communiste internationaliste. La vie politique dans ces années-là est marquée par les combats de l'Union de la gauche et la personnalité de Georges Marchais. Est-ce que vous le considérez, M. Mitterrand, comme un allié totalement loyal? Moi, je pense que... Je réfléchis, je ne m'attendais pas à cette question. C'est pourtant au Parti socialiste que vous choisissez d'adhérer. Après avoir été directeur de cabinet de Claude Germont, le maire de Massy dans l'Essonne, vous devenez à 35 ans le plus jeune sénateur de France. Un sénateur socialiste nous a rejoint, Jean-Luc Mélenchon, qu'on présente un petit peu ici, toujours comme l'enfant terrible des sénateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec le genre de discours que nous venons d'entendre? J'émets quelques réserves qui sont celles du bon sens de tous les Français. Tous les 3 ans, on redécouvre le Sénat et tous les 3 ans, on se demande à quoi il sert. Je crois que nous, on ferait bien aussi de se poser la question. En 1993, vous intégrez le bureau national du Parti socialiste. Une salle de 400 personnes qui préfèrent venir entendre un orateur socialiste en présence des secrétaires de section le soir d'un match de foot, ça se trouve pas de cheval. En 2000, vous êtes nommé ministre délégué à l'enseignement professionnel auprès de Jack Lang dans le gouvernement Jospin. Un des dossiers importants qui vous attend et que vous évoquez à l'Assemblée nationale, la violence à l'école. J'aurais pu attendre plus de mesures de votre part dans l'aide que tous les ministres doivent pouvoir attendre de l'ensemble de la représentation nationale pour faire face sur le terrain, comme le sont nos milliers d'équipes d'enseignants, à résoudre le problème de la violence plutôt qu'à une exploitation de cette nature d'affoleur public. En 2005, vous vous opposez à votre propre parti en vous prononçant en faveur du non à la Constitution européenne. Le non socialiste existe, il prend sa place dans le nom de gauche. Les Français se rangent eux aussi à cette idée en se prononçant également en faveur du non. En novembre 2008, à l'issue du congrès de Reims, déçu, vous quittez le Parti socialiste pour fonder votre propre mouvement, le Parti de gauche. En 2009, aux élections européennes, sous les couleurs du Front de gauche, vous devenez député européen. Vous l'êtes encore aujourd'hui. Bon allez, on va à la manif, les copains, on va retrouver. Dernier combat en date où l'on vous retrouve logiquement au milieu des salariés en lutte, en tête des manifestations, c'est la contestation de la réforme des retraites initiée par Nicolas Sarkozy et François Fillon. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, pour être complet, je devrais ajouter également, il n'y a pas d'image, votre rapport très fort avec l'Amérique latine. Vous préfacez donc ce livre sur les discours de Jaurès en Amérique latine en 1911. Oui, c'est une histoire magnifique qui m'est arrivée. Chaque fois que je vais en Amérique du Sud, où se déroulent en ce moment des révolutions qui sont pour moi des sources d'inspiration, pas des modèles, ça n'aurait pas de sens, mais des sources d'inspiration, je prends un thème. L'un d'entre eux avait été la pauvreté. Les pauvres comme acteurs de la vie politique. Les pauvres sont considérés comme une catégorie neutre. Hein. Non, en Amérique du Sud, ce sont les acteurs de la vie politique. Et cette fois-là, je me dis, je vais faire le lien avec les révolutionnaires français. La pensée des Lumières, bon, très présente là-bas. Quasiment tous les nationalistes et les patriotes d'Amérique du Sud ont été formés en Europe ou par les textes des Français. Le général Miranda a servi dans nos armées, son nom est sur l'Arc de Triomphe, c'est un général vénézuélien. Bon, alors, je suis en train de préparer mon voyage et il me revient, il me dit quand même, je ne vais pas prendre que la révolution de 89, bon. Il me revient que Jaurès y a été. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en souviennent, mais moi j'avais lu ça dans le Grand Jaurès de Max Gallo. Je me dis, mais s'il y a été, c'est pas pour faire du tourisme. Donc je demande à un de mes assistants, je lui dis, mais va me chercher les discours, on va regarder ce qu'il disait. Pas de discours. Donc mon oreille se dresse, impossible. Jaurès a fait des discours, et je vous la fais brève, nous les avons retrouvés, puis d'autres camarades sont allés sur place, vérifier, on a en plus trouvé des photos. Et donc on a vécu cette aventure magique de faire ressurgir la parole du grand Jaurès sur les thèmes de la nation, de la République et de l'immigration. Et c'est vous des qui thèmes on ne peut plus contemporains. Voilà, c'est passionnant, c'est vous qui préfacez ce recueil. J'ai eu cette chance. Claude, alors, je vais revenir sur 2-3 petites choses que vous avez dit cet après-midi. D'abord, au moment où Michel a évoqué le mot populisme, vous avez eu un moment d'émotion, je crois, c'est sincère, vous avez mis votre main là, vous avez dit, mais
Moi, j'ai été blessé. Je me suis senti injurié. Alors, vous me permettrez de vous dire, est-ce que vous, quelquefois, vous ne blessez pas les gens un peu facilement par des envolées, par votre gouaille, comme dirait Bollock? Je ne sais pas. Si c'est le cas, c'est bien dommage. Mais parfois, ce sont Je des pense volets aux policiers, aux journalistes. Non, mais donnez des exemples précis dans ce cas. Là, aux policiers récemment sur les manifs, aux journalistes quelquefois sur leur attitude. Vous voyez, comme vous êtes pétri de corporatisme. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit une bonne manière de répondre. Mais si vous permettez que je termine, vous voyez la différence. Non, je t'ai toujours dit que c'est pétri je suis très pétri. Oui. Allez-y. Je ne m'en suis pas pris aux journalistes en général, cher monsieur Sérillon. C'est même l'inverse. Je m'en prends à un certain nombre de stars qui considèrent que leur position privilégiée leur permet de faire et de dire n'importe quoi. Lorsque on m'a confronté au spectacle d'un intervieweur, monsieur Pujadas, s'adressant à un ouvrier qui vient de perdre son travail et qui était très en colère, et qu'il passe toute l'interview à essayer de lui faire dire un que vous regrettez, un que vous appelez au calme, eh bien oui, j'ai eu un mot d'homme. Je me sens solidaire de l'ouvrier. De l'ouvrier. Et de la même manière que vous vous sentez blessé quand on dit populiste, est-ce que vous ne pensez pas que quelquefois il y a des mots d'hommes politiques, pas seulement de vous, qui peuvent blesser des hommes? Non mais moi, on va venir sur populisme. Je voudrais terminer. Pourquoi je vous parle de corporatisme? J'ai réagi et la meute s'est déchaînée sur moi pour essayer de me faire retirer un mot qui s'adressait à une personne dans un contexte précis en disant les journalistes. Vous ne me prendrez pas à ça. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous êtes une profession dans laquelle il y a des riches et des pauvres. Non, mais attendez. C'est comme si moi je disais vous les hommes politiques. Ah, mais c'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Non, je ne dis pas ça. Oui, quand on se parle. Je dis vous avez prononcé des mots sur les policiers, que d'ailleurs ensuite vous avez un peu regretté en disant peut-être que j'ai été mal compris. Non, je ne regrette pas ce que je dis car c'est très calculé. Vous avez dit peut-être que j'ai été mal compris. Vous avez regretté. Donc c'est ça qui m'intéresse chez vous. Non. Non mais Sérillon, vous faites les questions ou les réponses? Non mais je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Non, mais est-ce que vous êtes capable quelquefois de vous dire tiens là je suis allé trop loin? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je trouve ça intéressant. Intéressant de quel point de vue? C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'un élu du peuple a à dire. C'est d'abord sur ce point-là que vous devriez méditer. Par exemple, lorsque votre consoeur prend la liberté, alors même que la voisine tient mon livre à la main, de dire comme ça, il n'a ni idée ni programme. Elle pourrait au moins, il n'y a pas de page à colorier, mais il y a du texte. Je vais en parler après. Elle peut donc penser que j'ai dit quelque chose. Attendez, on va parler. Non mais je vous parle de la scène. Donc moi c'est à elle que je m'en prends. Quand un instant après, elle dit les chaînes restent, les politiques passent. Vous trouvez que ça ne mérite même pas qu'on s'y arrête? C'est du Maurras 2010. Voilà. C'est la même haine du politique considérée comme un emmerdement provisoire. Et donc, il est absolument inutile de me mettre quelque pression que ce soit, je ne retire rien de ce que j'ai dit. D'accord. Et j'ai l'intention de provoquer dans les médias la juste révolution citoyenne que je veux y voir naître. Et je m'y prendrai avec les méthodes qui sont celles d'un homme de gauche. C'est-à-dire que je pousserai les pauvres, ceux qui sont en bas, ceux qui ont leur carte de presse mais n'ont pas de CDI, les cadreurs, les techniciens, les caméramans qui sont payés avec des lance-pierres, avec des contrats d'intermittents du spectacle, contre les belles personnes à perruque poudrée qui donnent des leçons à tout le monde. Oui, voilà. d'accord. Mais vous dites qu'ils s'en aillent tous. C'est intéressant ce livre parce que pardon, monsieur Sérillon, est-ce que j'ai votre permission pour répondre à votre question? Oui. À propos des policiers. Oui. Bon. Je n'ai pas à parler des policiers. J'ai commencé par dire ce que j'avais à dire sur la police républicaine. Oui, c'est vrai. Et j'ai dit quelle est la distance que j'ai toujours eue avec les casseurs. D'accord? Et ensuite, j'ai dit, quelqu'un a dû donner des ordres. Exactement, vous avez repris les propos de Bernard Thibault, je crois. Attendez. Ce jour-là, c'est ça que je disais. Il y a un grand écart entre ce que j'ai dit, et transcrit et mis sur mon blog, et ce qui a été reproduit par ailleurs. Mais tout le monde peut faire ce constat-là. Et sur le champ, on a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire des policiers infiltrés dans les manifestations? Mais jamais de la vie. 48 heures après, la musique changeait. Et on a dit, oui, il y en a qui sont infiltrés, mais c'est pour arrêter des gens. Fort bien. Le préfet, d'ailleurs. Fort bien. Et puis, après, ils ont commis l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. C'est-à-dire qu'en plus, ils se mettaient des autocollants syndicaux. Et ils ont fait l'erreur terrible de mettre ceux de la CGT. Et on peut comprendre que le syndicat CGT n'ait absolument aucune envie d'être confondu avec des gens qui procèdent à des arrestations dans la rue. Et donc Bernard Thibault s'est exprimé. Et j'ai considéré que ce qu'il disait, la manière avec laquelle il le disait, était plus performante que la façon avec laquelle moi je m'étais exprimé. Et puis, je vous le dis franchement, j'ai voulu me mettre sous la protection d'un des plus grands syndicats de ce pays et de la classe ouvrière. Et personne ne me touchera un cheveu tant que ces gens-là me protègent.
Alors, dans votre livre, qui est intéressant parce que c'est un livre sans doute qui est un livre prémonition sur votre programme de candidat à la présidentielle, il y a beaucoup de choses. Mais il y a surtout une chose qui paraît assez étonnante dans votre livre et qui rejoint les propos que vous m'avez adressés, c'est qu'au fond, vous dites on va beaucoup voter, on va aller aux urnes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez vous, une sorte de fascination pour les référendums, pour les comités de salut public permanents, où tout le monde déciderait tout le temps comme ça? Et est-ce que ça... Alors, vous qui, je suppose, avez approuvé l'abolition de la peine de mort en 80, est-ce que vous ne dites pas, mais si on faisait des référendums, on n'abolirait jamais la peine de mort? Est-ce que c'est... Mais ce n'est pas, Monsieur Sérillon, je ne crois pas, et, hélas, parce que si c'était possible, ce serait parfait, à un système de la démocratie directe permanente. Je crois aux institutions. D'accord. Je crois à la démocratie représentative. Je crois qu'il faut élire des députés. Je pense que c'est aux assemblées de diriger les affaires communes, mais que souvent il faut recourir à la parole populaire et soumettre les sujets qui semblent, comme en ce moment, vous voyez, il y a une espèce de contradiction. L'Assemblée est légitime, elle a voté une loi sur les retraites qui ne convient pas à un nombre considérable de Français qui vont dans les rues et d'autres que l'on découvre dans les sondages. Comment régler cette contradiction d'une manière civilisée, autrement que par un bras de fer interminable qui répand de la souffrance parce qu'il faut faire des journées de grève, perdre la paye? Là, oui, j'ai dit, ça serait bien qu'on ait un référendum, d'autant que le chef de l'État avait dit qu'il n'avait pas de mandat pour changer il avait dit avant la régime des crise. retraites. Avant la crise, il avait dit. Oui, mais ensuite, il n'a pas justifié sa réforme par la crise, il en a été parfaitement incapable, pour la raison qu'elle ne se justifie par rien d'autre que la volonté de marquer un nouveau rapport de force avec la classe allez-vous dans la ouvrière. volonté de redonner la parole au peuple? Je crois, moi, qu'il faut refonder notre République. Parce que le gouffre de l'abstention sur lequel vivent nos institutions est insupportable. Deuxièmement, la personnalisation du pouvoir dans ce régime absolument archaïque de la présidentialisation de tous les rapports, y compris, vous voyez bien comment vous-même, la première question que vous me posez concerne la présidentielle. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Combien d'autres choses. Et comme le régime parlementaire peut être stable et plus digne et respectueux du collectif que cette espèce de monarchie qui consiste à donner les clés de la maison à un homme, dont au début de la carrière il peut paraître tout à fait raisonnable, et ensuite ne l'être plus du tout, comme on peut le constater en ce moment. Donc moi je suis pour refonder notre patrie républicaine par une constituante. Donc on recommence et on va, en définissant de nouvelles institutions, recréer le contrat entre nous. Et voyez-vous, je propose que les gens qui seront élus à cette constituante ne puissent pas être issus des précédentes assemblées et que ensuite ceux qui auront été constituants ne puissent pas être élus des suivantes assemblées, de manière à ce qu'ils soient dans une relation totalement libre à l'idée qu'ils se font du futur de leur patrie. Et c'est comme ça que je crois qu'on doit commencer. Commençons par refonder les institutions. On peut dire on a autre chose à faire, oui, mais voyez-vous, en Amérique du Sud, ils ont commencé par ça alors qu'ils avaient tant de choses à faire. On renvoie les téléspectateurs à votre livre. À travers 3 livres, je vais vous poser des questions plus directes peut-être sur l'actualité. Ce magnifique livre est l'œuvre de Florence Pavaudreri et de Fabien Lecoeuvre chez Iranema. C'est un livre qui va évidemment vous faire plaisir puisque vous êtes un mitterrandiste pur jus, je sais. Alors là, il y a des documents à l'intérieur. Il y a des lettres de François Mitterrand. Et d'ailleurs, il y a une lettre que nous nous sommes procurée, qu'il vous écrit car vous lui parlez de rompre. Regardez cette lettre qu'il vous adresse. Vous aviez une relation assez étonnante, il vous aimait bien, il était assez proche de vous. Avec le recul, est-ce que vous acceptez tout en bloc Mitterrand? Ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous préférez ne pas parler? On doit parler de tout, c'est une nécessité. Il y a des zones d'ombre. Il y a un bilan, moi je parle de ce que je connais, le bilan du programme commun. Bon, vous me voyez comme je suis entêté. Je n'accepte pas qu'on passe tout par-dessus bord. Tout de même, quoi. Alors, le programme commun, la retraite à 60 ans, toutes ces choses que nous avons, tout ça compterait pas. Tout serait réduit à quelques aspects qui nous déplairaient. Ce n'est pas raisonnable pour une personne de gauche. C'est le programme politique, mais sur l'homme lui-même. L'homme lui-même, d'abord, j'ai eu l'honneur de le... Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mais moi, qui suis-je? Le président de la République de mon pays, de mon bord politique, me fait l'honneur de m'associer un petit peu à quelques moments de son parcours. À partir de 88, je l'ai vu assez régulièrement. Je ne saurais vous dire pourquoi. Et moi, je devrais maintenant prendre des grands airs, le mettre à distance parce qu'il est mort et qu'il ne peut pas se défendre.
de ceux qui continuent à l'accabler et qui piétineront son cercueil jusqu'à la nuit des temps parce qu'il leur a foutu la trouille de leur vie. Vous vous souvenez de sa phrase, hein, je ne vous quitterai pas, je crois aux forces de l'esprit. Écoutez, tenez, je vais être très bon avec vous et je vais vous l'offrir. Il y a des documents formidables sur Vous me faites un cadeau magnifique. Je signale, Jean-Luc Mélenchon, vous verrez, parmi les documents, il y a la carte d'étudiant de François Mitterrand. La carte d'étudiant, il y a beaucoup de choses. Je vous ai offert un deuxième livre. Bernard Maryse, vous connaissez Oncle Bernard dans Charlie Hebdo? Oui. Il fait des chroniques formidables sur l'économie, hein, l'anti-manuel d'économie. J'aime mieux le professeur Jacques Généreux. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et alors là, il relit Marx, il montre qu'il avait raison, mais il montre que finalement, c'est totalement inapplicable. Il montre aussi que le capitalisme est inapplicable. Est-ce que vous êtes toujours avec Marx dans la tête, Marx et Engels? Oui, vous êtes un marxiste? Oui, le marxisme m'a enseigné. Bon, aujourd'hui, le mot est mal compris. On entend marxiste, 5 minutes après, on vous parle de goulag. Tout ça est absurde. Mais il faut vivre avec son temps et laisser dire les bêtises. Ça fait pas un peu vieux, nostalgique? Mais nostalgique, non. Mais vous savez, regardez. Demain, si la retraite à 60 ans est abolie, vous me verrez militer pour la retraite à 60 ans et on dira ah ben c'est vieux, bah oui, il faut tout recommencer. Eh bien, le socialisme, nous en sommes au même point. Il faut abattre le capitalisme d'abord. Qu'est-ce qui reste que du trotskisme, Mélenchon? L'esprit de résistance. Les trotskistes m'ont appris beaucoup de choses, car j'étais une jeune tête, prête à s'enflammer. Et eux nous donnaient une discipline de pensée. Il vous reste encore des moments d'inflammation. C'est une manière aussi de regarder la vie avec gourmandise. Je vous donne ça parce qu'on va pas mal faire. L'édition Les Échappés, Bernard Maryse, c'est formidable à lire. Et moi, je recommande à ceux qui auront écouté notre échange de lire Marx pour s'en faire une idée eux-mêmes. D'accord. Bon. Alors, la classe ouvrière, ça existe. Est-ce que vous connaissez ce livre de Marion Bergeron? C'est chez Plomb. C'est invraisemblable ce qu'elle a vécu. Cette femme trouve un boulot en CDD chez Pôle emploi. Elle va raconter 183 jours dans la barbarie ordinaire qu'elle raconte. C'est proprement hallucinant. Parce qu'elle est au guichet, sans trop de formation. Elle assiste évidemment au défilé de la misère, de la violence des gens entre eux, de la manière dont on lui demande de faire du chiffre. Elle raconte l'intérieur de Pôle emploi. C'est très très étonnant. Alors, lisez-le parce que c'est vraiment un témoignage formidable. Mais ma dernière question, je vous trouve notamment dans votre livre très complaisant avec la Chine et la manière dont les ouvriers chinois travaillent, sont rémunérés et nous envoient leurs produits et donc détruisent des emplois en France. Pourquoi faites-vous cette exception sur la Chine? Il n'y en a pas, vous m'aurez mal lu. Ah non. Non. Vous ne parlez pas des droits de l'homme en Chine, ça a l'air de pas du tout vous intéresser, et vous dites qu'au fond, les États-Unis, dehors, maintenant, il faut privilégier la Chine. Alors, vous voyez, Claude Sérieux, il y a quelque chose quand même qui est assez insupportable. Que savez-vous de ma vie passée dans la lutte pour les droits de l'homme quand vous ne faisiez rien dans tous ces pays? Attendez, vous ne savez rien de tout ça. De la même manière que c'est insupportable que je vous dise ça, c'est insupportable que vous me disiez ça, vous ne savez pas ce que j'ai fait. Non mais, pourquoi est-ce que vous balancez toujours des trucs aux gens comme ça? Parce que vous ne vous gênez pas pour dire les droits de l'homme ne vous intéressent pas en Chine. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que ça n'était pas dans votre livre. C'est que vous avez mal lu. Donnez-moi le livre. Eh ben alors cherchez-le. Vous allez voir sur la Chine si vous parlez des droits de l'homme. Bien sûr, mais vous croyez que j'écris un livre sans savoir que je vais avoir Non, mais ça se comprend, vous parlez d'économie, vous parlez pas des droits de l'homme. Ah, tiens. Ben là, c'est dedans. Regardez. Donc, dedans, mais je sais très bien où il est, car moi, à la différence d'autres, c'est moi qui écris mes livres. Donc, je sais pas qui vous vivez et pas avoir mal. Si le libre-échange doit cesser? Voilà. C'est ça à la page 100? Non, c'est à la page 128. Bon. Selon moi, la France du XXIe siècle doit avoir avec la Chine une coopération avancée. En matière économique, on peut facilement se comprendre. Il y a entre nous une culture commune, etc., etc. Dans les relations internationales, ils ne pratiquent pas l'impérialisme aveugle des Américains. La Chine est une puissance pacifique, il n'a aucune base militaire chinoise dans le monde, M. Sérillon. Oui, c'est vrai. Il y a 700 000 hommes de troupes américains dans les 5 continents et dans 600 bases. Mais quelle est la situation sociale des ouvriers chinois? Croyez-vous, mais enfin, Claude Sérieux, je ne vais pas lire les pages et les pages, je dis à un moment donné, lu très mon avis, je dis dans le livre, mon avis sur les droits de l'homme en Chine, il est vraisemblable qu'il sera le même que le vôtre. Je me suis déjà exprimé un très grand nombre de fois sur le sujet. Je n'ai pas l'intention de méconnaître une seule seconde les problèmes de droits de l'homme qui s'y posent. Aux États-Unis aussi, ils s'en posent beaucoup, mais en Chine, personne ne peut disconvenir du fait qu'ils s'en posent. Pour autant, ne doit-on pas comprendre que notre intérêt est de discuter avec eux, d'avoir un partenariat privilégié avec eux. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. C'est exactement ce que dit Nicolas Sarkozy. Écoutez ce que je dis moi. D'accord? Et on verra après ce que dit Sarkozy.
plutôt, parce que Sarkozy dit aussi autre chose. Lui, il est pieds et poings liés derrière les États-Unis d'Amérique. Et moi, je dis danger. Les États-Unis d'Amérique nous entraînent au fond. Ils viennent d'éditer une masse considérable de milliards de dollars papier qui n'ont aucune concrétisation en produits et richesses réellement produits derrière. Et c'est ça que je dis pour ma patrie, la France. Je dis nous avons intérêt à discuter avec les Chinois qui produisent et organisons nos échanges avec eux. Maintenant, Monsieur Sérillon, si nous ne devons négocier qu'avec ceux dont le régime nous convient, alors il va rester fort peu de monde. Et vous le savez. Donc nous devons faire les deux choses en même temps. Et moi je fais le pari qu'on peut parler avec les Chinois, qu'on peut s'entendre, qu'on peut échanger sur une base équilibrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui nous ne sommes pas sur une base équilibrée avec eux. Et c'est autrement plus important de discuter avec eux que d'aller se vautrer aux pieds des Américains comme le font sans arrêt nos gouvernants pour le profit exclusif des États-Unis d'Amérique et du capital financier mondial. Alors pour poursuivre cette conversation chez vous, je vous conseille La Grande Régression de Jacques Généreux. Ah oui, qui est au premier rang. Alors Jacques Généreux, c'est un des théoriciens, un économiste de votre parti, professeur à Sciences Po. Je vous conseille ce livre. Très intéressant. Monsieur Généreux est au premier rang. Il est également secrétaire national à l'économie du parti de gauche. Voilà. Alors, il faut dire que Jacques Généreux est d'abord un économiste pour tout le monde. Et ensuite, c'est un économiste pour le parti de gauche. Sa pensée intéresse donc les personnes qui soient il avait écrit avant le parti de gauche. Oui, mais il avait écrit beaucoup, il a produit beaucoup de choses qui nous permettent de comprendre notre époque. Et pour nous, c'est un grand honneur d'avoir un économiste comme lui, comme nous avons plusieurs philosophes comme Peña Ruiz qui sont membres de notre parti. Et ce livre aide à réfléchir au moment que nous vivons, qui est un moment de grand bouleversement de l'histoire. C'est pourquoi les gens comme moi, qui ont du caractère, ou bien auront l'horreur au moment où il faut avoir des hommes de caractère, ou bien ne l'auront jamais parce qu'ils seront considérés comme des excessifs. Mais je vous souhaite que les choses se passent bien et que vous n'ayez pas besoin de moi. Bon, je crois qu'on a dit beaucoup de choses là. Voilà. Ouais, hein. Non ? C'est bien. On s'est un peu fâché, donc, Monsieur Sérillon. Ah non, moi je ne fâche pas, je pose des questions, c'est tout. Et dites-moi, si vous venez au pouvoir, vous nous coupez la tête au bout de combien de temps ? Moi, je coupe la tête à personne. D'accord. Je suis opposé à la peine de mort hier et aujourd'hui. Bon. Et par conséquent, je ne couperai la tête à personne. Mais je vous conduirai sans doute à réfléchir, pas moi, mais des tas de gens qui sont autour de vous et que des fois vous ne voyez pas. Bon, détrompez-vous. Je sais comment vous y prenez. Je vous ai vu tout à l'heure faire quelque chose que peu font sur un plateau. Vous avez salué les techniciens. Ah ben c'est mes copains depuis toujours. Ça. Peut-être bien. Bon, voilà. Pardon, vous n'êtes pas contenté de leur dire bonjour. Vous les avez présentés aux gens qui sont ici. Et comme ici, il y a un certain nombre de gens de gauche, à ce que je vois, ça les a émus. Ah bon ? Oui, bah vous voyez. Bah, je vous remercie beaucoup. Il y a du bon en vous, Drucker. Vous pouvez progresser. C'est encore récupérable. Parce que tout à l'heure... Je suis encore récupérable. Oui, oui, vous faisiez le malin. Mais quand on a abordé 68, vous avez tranquillement oublié de dire ce que vous-même vous faisiez en 68. J'étais dans la rue en 68. Oui, oui, mais Bien vous ne contentez pas ça, vous êtes fait virer à l'époque. On a été viré par le général, absolument. Et après, vous vous êtes calmé, hein? Mais non, mais non, mais j'ai découvert beaucoup de choses en 68. Ça m'a fait ma petite culture politique. Bah oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Jean-Pierre? Je pense que, en partie, M. Mélenchon est un peu injuste et qu'il part d'idées toutes faites, notamment en ce qui concerne les journalistes et les gens du showbiz, entre guillemets. Je trouve triste qu'un homme comme vous puissiez penser que vous, Sérillon ou moi, on ne salue pas le personnel et qu'on n'a pas de relation amicale avec les techniciens. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde, Monsieur Mélenchon. Parce qu'on peut être humain sans être de gauche. On peut avoir des convictions sans se conduire mal dans la vie. Vous voyez ? Sérillon, c'est un journaliste politique, il est en carte, il a subi énormément d'aléas difficiles, c'est tout aussi respectable que vous. Monsieur Mélenchon, vous savez qu'il a été viré du journal par votre Premier ministre de l'époque ? Soyez bon et généreux, et ça, ce sera formidable. Je pense que c'est... Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. J'aime bien la façon dont vous vous emportez, parce que je sens qu'il peut y avoir une connivence entre vous et moi. Mais je trouve qu'à un moment donné...
mettez du gras, mettez de la, vous voyez, mettez de la bonne humeur, mettez de la compréhension et mettez de l'indulgence vis-à-vis des autres. Et vous allez voir, vous gagnerez vraisemblablement quelques millions de voix. Cet après-midi, cet homme politique a prononcé 2 mots et a parlé de 2 choses dont rarement les hommes politiques parlent. Il a parlé d'amour et de rire. Oui. Donc c'est ça, c'est aussi c'est Janus. Il sait faire ça, mais dès l'instant où il croit qu'on l'attaque, alors qu'en définitive, vous pensez bien, franchement, vous venez pas ici pour qu'on vous attaque, Monsieur Mélenchon. C'est pas une tribune pour vous ici. C'est juste pour transformer l'image. C'est tout. Ne soyez pas méchant comme ça. Vous avez un œil gentil et généreux. Donc faites passer ce message. Monsieur Mélenchon, et la tendresse, bordel. Alors, voilà. Bon, alors, je veux dire un mot. Oui, bien sûr. Non, chacun dit comme il sent les choses et je le prends comme tel. Bien sûr, quand on est abrupt, qu'on a l'habitude d'être ou de se sentir dans une arène, il peut arriver qu'on allonge le cou exagérément, bien sûr. Et qu'il vaut mieux toujours être patelin, mais ce n'est pas pour autant ce qu'il faut faire, cher Jean-Pierre. Ne me passe pas forcément pour un con parce qu'on est patelin et généreux. Je n'ai pas dit ça, mais écoutez-moi. D'abord, vous ne savez pas si je suis généreux ou pas, c'est une vertu privée. Mais dans le cas qui nous occupe, je dis à Michel Drucker ce que mes amis m'ont dit pendant l'entracte. Ils m'ont dit, ce gars, il a fait quelque chose qui ne se voit pas souvent. Il a présenté au public, lorsque le public est venu, les techniciens. Et ce n'est pas, Jean-Pierre Coffey, si fréquent que ce que vous avez l'air de croire. Et deuxièmement, je veux vous dire, moi je l'ai présenté comme ça d'une manière aimable pour Michel Drucker, qui est mon hôte. Mais je pourrais prendre les choses par l'autre bout. Vous me dites, comment pouvez-vous imaginer que nous soyons insensibles à la souffrance des autres? Je ne dis pas que vous soyez insensible, mais la situation réelle des travailleurs de cet ensemble-là, peut-être pas ici, je ne sais pas, je ne connais pas ce plateau, mais combien de plateaux j'ai vu? Des intermittents du spectacle, des gens qui n'ont pas de paye suffisante pour pouvoir ensuite en vivre dignement, de femmes qui sont intermittentes du spectacle et qui donc ne peuvent pas déclarer leur maternité si elles veulent continuer à toucher les allocations chômage. Le monde du spectacle et de l'information est rempli de gens dans cette situation. Je ne dis pas que vous en soyez, vous, le responsable, mais permettez que lorsque l'un d'entre eux semble s'intéresser à ceux qui travaillent, on le relève. Et ça n'a rien d'injurieux pour vous ni pour vous. C'est seulement pour qu'on entende, encore une fois, à l'occasion de mon passage ici, à ma manière à moi, qui ne suis pas un travailleur exploité, mais qui ne refuse d'être dans la logique « profite et tais-toi ». Eh bien, je passe ici, c'est à eux tous que je fais un petit coucou. Et je suis certain qu'à l'endroit où ils se trouvent en ce moment, ils pensent que j'ai raison de le faire. Et je ne dirai jamais que parce qu'on n'est pas de gauche, on n'est pas généreux, qu'on n'a pas un cœur, qu'on n'est pas républicain. Ce n'est pas ma manière de voir les choses. Je ne suis pas un sectaire. Mais je suis implacable parce que je suis dans une lutte. Je ne suis pas dans une promenade de santé. Sinon, je resterai à la maison, j'ai mieux à faire, moi aussi, mon jardinage et les choses que j'aime faire. Je suis un lutteur, je parle en leur nom. Toutes les occasions de parler sont bonnes pour porter leur drapeau. Voilà, alors des fois je le fais bien, d'autres fois moins bien. Est-ce que vous croyez que chez Drucker... Est-ce que vous croyez que chez Drucker et dans Vivement Dimanche, on ne parle pas aux gens modestes? Bien sûr. Quand toutes les semaines, on fait la cuisine pour moins de 2 €, pour moins d'1 €, est-ce que vous ne croyez pas qu'on pense plus à eux que dans certaines autres émissions? On fait un chemin ici social au niveau de l'alimentation et au niveau de la nourriture et dans la mesure du possible du bien-être des gens, beaucoup plus important que partout ailleurs. La transition est faite, Jean-Pierre. Elle est faite. Alors maintenant, ceci est une grenade non dégoupillée. Comme je sais que... Oui, mais vous avez... Cyrillon, vous avez vu comment il se manie, hein? Oui, mais... Faites gaffe à vous. Alors, comme je sais, je ne vous pose pas la question parce que je suis à peu près sûr que vous savez ce que c'est, ce que j'ai dans la main. Mais Michel, qui est un spécialiste de l'alimentation, c'est ça. C'est quand même avec ça qu'on nourrit la moitié de l'Afrique, quand même. Et bien sûr, la moitié de l'Amérique du Sud. On ne mange plus de tapioca. Tapioca, qu'est-ce que c'est à l'origine? C'est la racine d'un euphorbiacée, c'est-à-dire un arbuste
qui est de la famille du hou, du tournesol par exemple. Le manioc, c'est ça. Ça s'épluche, ça se râpe, ça se fait sécher, et c'est la farine avec laquelle on fait le tapioca et on fait la farine de manioc qu'utilisent toutes les populations qui crèvent de faim et que je vais aller voir la semaine prochaine. Parce qu'on a aussi... vous allez en Afrique la semaine prochaine? Je vais voir justement tous ces Burkina, gens vous allez? Je vais au Burkina voir tous ces gens qui meurent de faim et voir ce qu'on peut faire pour À cause du libre-échange que nous leur imposons de force, nos produits arrivent là-bas, ils n'ont pas le droit de fermer leurs frontières et leur production locale s'effondre. Voilà, ça c'est une racine de manioc. Et alors la recette qu'on va voir? Alors, on en fait ces petites perles transparentes qui sont absolument délicieuses. Il faut simplement savoir que ça ne cuit pas longtemps. Et on a mis ça un peu n'importe comment, comme on met actuellement de la vache qui rit dans de l'eau chaude pour les personnes C'est une des âgées. recettes les plus simples que vous avez eu à faire. Les plus simples, les meilleurs marchés qui soient et qui sont les plus protéiques en plus. Regardez, le tapioca au lait et à la crème. Alors il vous faut 1 litre de lait, 180 grammes de sucre, en gros 6 cuillerées à soupe de tapioca, 3-4 cuillerées à soupe de crème fraîche double pour mélanger avec le jaune de 4 œufs. N'oubliez pas les blancs, on les conserve. Regardez ce qu'on fait avec les blancs. Je vous ai fait des meringues pour vous montrer comme c'est facile à faire. Commencez par mettre le lait à chauffer. Si vous trouvez du lait entier, c'est encore mieux parce qu'il va être moelleux. On ouvre la gousse de vanille en deux, regardez comme elle est bien pleine. Alors ne mettez pas de vanilline ou de trucs comme ça dedans, je vous en supplie. Mettez de la vanille naturelle. Vous rajoutez le sucre et vous remuez pour que ça se mélange bien. On va porter l'ébullition. Pendant ce temps-là, on va préparer l'appareil. On sépare les blancs des jaunes. Après avoir mis la crème, je mélange aux 4 jaunes d'œufs. J'adore ça. Il faut attendre que ça boue. Vous ne pouvez pas trouver un dessert plus simple à faire que ça. Là, quand ça monte, le mieux, c'est quand même de surveiller. Hein, parce que sinon, c'est du nettoyage. Ah, ça y est, là, ça boue. Voyons. Et vous couvrez 10 minutes. On va laisser infuser. Je remets sur le feu, je fais repartir à ébullition et je vais enlever les gousses de vanille. Vous savez que ce dessert-là, c'était le dessert préféré de Paul Meurice. Et c'est Madame Meurice qui m'a donné sa recette. Je gratte le bord de la casserole parce que je voudrais que tous les grains tombent dedans. En tout cas, le maximum. Voilà, ça bout, ça va. Alors maintenant, on va verser le tapioca. Il faut qu'il tombe en pluie comme ça. Et là, toujours remuer, parce que sinon il s'agglomère. Ça bout, c'est bien, tout ça est parfait. Oui, regardez, c'est transparent. Au tapioca, j'ai rajouté la crème fraîche avec les jaunes d'œufs. Je tourne, ça épaissit, ça fait 1 minute, j'arrête, pardon. Et pourquoi il faut remuer tout le temps? C'est parce que sinon ça attache. Ça, vous le laissez un peu refroidir. Dès que c'est tiède, vous le mettez au réfrigérateur, vous servez ça bien frais, avec un petit biscuit, avec une meringue, si vous avez le temps de la faire. Là, vous allez voir, c'est enfantin, de chez enfantin. Un môme de 2 ans ferait ça. Alors vous, Michel, ça m'étonnerait que vous n'y arriviez pas. Merci. Alors, Monsieur Mélenchon, c'est bon, non? Bien. Alors, pas mal, ça, hein. Nous allons maintenant accueillir quelqu'un qui nous épate chaque semaine parce qu'il sait vraiment tout faire. Il est producteur, il écrit des pièces, c'est vraiment quelqu'un de particulier. On voulait rendre hommage à ses émissions. On n'est pas couché le samedi soir sur France 2. Oui. On ne demande qu'à en rire tous les jours à 18h sur France 2. On va se gêner sur France 4. Voici notre excellent confrère Laurent Ruquier.
Laurent, je suis vraiment heureux que vous soyez là le jour où nous recevons Jean-Luc Mélenchon, que je ne vous présente pas. Je veux pas casser l'ambiance, surtout. Non, non. Laurent, vous l'avez déjà reçu. C'est pas bien d'avoir coupé au montage le moment où M. Mélenchon trouve le passage sur les droits de l'homme dans le livre. C'est pas bien, Michel, ce que vous avez fait. Ah, bon, ça c'est des méthodes. Vous serez dénoncé, monsieur Drucker. Bon, Laurent, vous l'avez déjà reçu, Jean-Luc Mélenchon? Oui, bien sûr. C'est un bon souvenir? Ben, forcément, c'est toujours un bon souvenir. Il va pas aimer qu'on dise ça, mais c'est un bon client. C'est ce qu'on appelle un bon client. Mais oui. Moi, je regardais l'émission tout à l'heure, je me suis dit, ça y est, le retour de Georges Marchais. C'est quand même formidable. Mais c'est pas complètement faux, Laurent. Moi qui ai eu le privilège de l'interroger, il y a un peu cette même force, cette même capacité de prendre le regard et de tenir l'interlocuteur. C'est bien pour ça que je dis ça, c'est parce qu'effectivement, on manquait d'hommes comme ça, on s'emmerdait dans les débats télé jusqu'à... Non mais alors, franchement... Pratiquement, chaque samedi soir, vous recevez une star de la politique. Pourquoi c'est différent avec lui? D'abord, je ne partage pas toutes ses idées, mais j'en partage certaines. Mais j'en partage certaines, je dois dire. J'aimerais bien voir lesquelles. J'ai toujours dit comme vous que j'étais prêt à partager les revenus que je gagnais en termes d'impôts. Je pense pas que tous les artistes et tous les gens de ce métier disent ça. J'en entends beaucoup qui se plaignent encore, qui n'ont pas assez avec les sommes qui leur restent. Moi, j'ai toujours dit que j'étais même prêt à en payer plus s'il le fallait. J'ai aucun souci avec ça, donc voilà, ça fait partie de vos idées. Il donne des chiffres dans le livre. Pas trop non plus, hein, quand même. Alors, monsieur Mélenchon, dans votre livre, et puis, voilà, on prend tout et on répartit pour tout le monde. Alors, taxe 100% pour la part de revenus, je taxe à 100% au-delà de 30 000 euros mensuels. Non, puis ça, là, maintenant, je peux le faire et le dire facilement, parce que j'en ai quand même une bonne partie au Luxembourg et une autre en Suisse. Alors, Laurent, il y a une chose qui hérisse, mais il n'est pas le seul. Monsieur Mélenchon, c'est le statut des footballeurs et des tennisman. Ah oui. Enfin, ils ont une carrière courte aussi en même temps. Alors, il faut bien. Non, c'est vrai. Il faut bien qu'il y ait. Non, je vous jure. D'abord, tous les footballeurs. Non, mais là, Mélenchon, il fait de la démagogie. Pardon de dire ça. Là. Les footballeurs et. Il n'a rien dit, mais enfin. Non, les footballeurs et les tennismen, il y a 5 footballeurs qui vivent très bien dans le championnat de France. Un peu plus. Non, je parle pas de ceux qui jouent à l'étranger, mais dans le championnat de France. Mais les autres, franchement, ils ont des salaires. Avec lesquels ils auront du mal à vivre une fois qu'ils sont à la retraite. Surtout s'ils se cassent la jambe samedi prochain. Non, c'est surtout qu'ils n'ont pas de métier après. Quant aux tennismen, regardez, même Henri Lecomte est obligé d'aller réconcilier les voisins sur TF1. Après... Franchement, après, pardon, Laurent Stork, après... Non, parce que je reçois des messages de TF1 après quand je vanne TF1, ils sont pas contents. Ah bon? Non, mais il est bien, Mélenchon, non, mais franchement. Je vous dis pas de voter pour lui non plus, faut pas déconner. Hein, mais... Non mais attendez là. Et qu'est-ce que vous aimez chez Ruquier, vous? Attends une petite seconde, moi je n'en ai pas appris les footballeurs, j'en ai après ceux qui gagnent beaucoup et ne payent pas d'impôts en France, c'est tout. C'est cela que je vise dans mon bouquin. Je dis ça, c'est pas normal. Je n'ai pas joué dans l'équipe de France et pas participer à l'effort. Surtout, je fais remarquer, ce que personne ne dit jamais, qu'un certain nombre d'entre eux viennent se faire réparer quand ils ont quelque chose qui ne va pas par la Sécu en France et que ça coûte très cher. Bon, c'est tout, je dis ça. On est prêt à le faire, mais pour au moins payer leurs impôts comme tout le monde ici. Et moi, je dis que ceux qui ne payent pas leurs impôts ne jouent pas en équipe de France. Voilà, c'est tout. Si vous voulez. Parce que c'est les autres, il n'y a rien à dire. Hein. Si vous faites la révolution à la télévision, vous gardez Laurent Ruquier. Mais moi, c'est pas les hommes politiques qui vont décider de savoir qui c'est qui. Non, je dis ça parce que télévision. On a vu des rumeurs. J'y suis encore avec le président Sarkozy, c'est quand même pas Mélenchon qui va me virer, merde alors. Peut-être que vous lui convenez mieux à lui qu'à moi. Ah, allez savoir. Eh oui, parce que vous êtes toujours là, on a avancé. On vous a fait venir pour faire la promo de vos émissions. Il les provoque en fait. Hein. Bon, attendez, on va pas se laisser faire. Au moins, s'il n'est pas président, je pourrais le prendre pour remplacer Zemmour ou Nono. Alors Laurent, l'actualité de Laurent. En tout cas, Michel, j'étais en coulisses. Je peux vous dire qu'il y a toute l'équipe technique là, parce que j'attendais derrière. J'en ai vu un qui a dit aux autres, en tout cas les gars, pour l'augmentation, c'est aujourd'hui qu'il faut la demander. Bravo Mélenchon. Je vous jure, je ne l'invente pas, je vous jure que c'est vrai. Michel, vous êtes bon là. Alors Laurent, comment vous faites 3 heures de télé samedi soir, tous les jours à 18h, on ne demande qu'à en rire. On va se gêner une fois par mois sur la gare et tous les jours à Europe. Mais vous mangez, vous dormez quand?
Bon, je dors à peu près normalement. Manger, ça c'est vrai que je saute. Vous sautez qui? Mais j'ai eu peur. Vous sautez quand même, non? Oui, je saute de temps en temps des repas, puis de temps en temps d'autres choses aussi. Mais oui, ça vous arrive quand même. Des choses? Oui, des choses. Étrange goût. Ah oui. Laurent, est-ce qu'il n'y a pas un risque de saturation d'être aussi présent sur les médias? Ça peut arriver, et ça a été vrai. Par exemple, quand j'ai fait la quotidienne télé, en plus on n'est pas couché, vraiment j'ai eu envie à un moment donné d'arrêter. On m'a un peu poussé aussi à arrêter, mais en même temps, j'avais plutôt envie, après 8 ans de quotidienne, d'arrêter. Mais c'est vrai que ce que je fais est très différent. Ce que je fais au quotidien à la radio, ça n'a absolument rien à voir avec On n'est pas couché le samedi soir. Et la nouvelle émission à 18h sur France 2, c'est pas une émission, je l'anime, c'est vrai, mais c'est pas une émission où j'ai un énorme travail, et moi, et où je suis finalement le plus en avant. Ceux qui sont en avant sont les humoristes qui passent et qu'on essaie de découvrir et de présenter aux téléspectateurs. Et ça me plaît beaucoup, ça, de faire découvrir de nouveaux talents. Les auditeurs d'Europe 1 ne savent peut-être pas, mais s'ils peuvent retrouver leur formule radio à la télé, sur France 4, une fois par mois, c'est même enregistré sur ce plateau. Et puis alors, il y a également une activité plus en coulisses de producteur. Vous produisez toujours Michael Gregorio. Il est au Bataclan jusqu'au 31 décembre. Alors ça aussi, c'est un imitateur pas comme les autres. Vous l'avez découvert il y a quelques années. Je suis particulièrement fier parce que il est à part. C'est-à-dire que je continue à dire, et je le dis en plus facilement sur ce plateau, que les deux meilleurs en termes de commentaires d'actualité, de politique, ça reste Laurent Gérard et Nicolas Canteloup. Mais Michael Gregorio, c'est le numéro 1 en tant qu'artiste de chanson. Si on n'aime pas la politique, si on n'a pas envie d'entendre parler politique, il faut aller voir Michael, parce qu'on assiste à un concert de 40 ou 50 chanteurs internationaux, jeunes, vieux, pendant 2 heures, et c'est le numéro 1 dans ce domaine-là. Voilà. Alors vous produisez donc Michael Gregorio, Bataclan jusqu'au 31 décembre, Laurent, et Gaspard Proust. Qui sera la cigale du 10 au 26 décembre. Alors là, ça, c'est encore un nouveau. J'ai été particulièrement chanceux quand je suis tombé sur Gaspard Proust au Caveau de la République, d'ailleurs, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et effectivement, j'ai eu envie de produire son premier spectacle, premier one-man show. Et c'est vrai que c'est là, je ne le dis pas, c'est écrit dans tous les journaux, c'est la révélation de l'année. Il ressemble à personne. Voilà, on peut même totalement décalé. Je ne peux même pas vous le décrire. Il faut le voir sur scène, et il fait rire de façon intelligente et très différente des autres, ça c'est sûr. Alors on va terminer ce vivement dimanche exceptionnel, puisque M. Mélenchon était là, avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Régis Maillot. Oui, j'ai croisé il y a très longtemps déjà Régis. Vous connaissez la famille, vous connaissez son oncle. C'est un habitué de France Inter, une radio que vous avez bien connue, le complice de Stéphane Bern. Il est dans le Fou du Roi régulièrement. tous les jours. Il est là, et depuis quelque temps, il vient régulièrement en voisin, puisqu'il a maintenant trouvé un job à côté. Il est secrétaire à l'Élysée, secrétaire du patron. Voici Régis Maillot. Bonsoir Régis. Quand il y a une grève en France, ça se voit pas. Ça se voit qu'il prend pas le métro, quand même. Bon, je vous ai d'ailleurs amené la nouvelle pierre angulaire de nos institutions, une paire de baskets en ce moment, entre les grèves, les manifs et la pénurie de carburant. Comme disait ce grand philosophe de couleur, là, Jacques Séguéla. En France, si t'as pas une paire de baskets à 5 ans, c'est que t'as raté ta vie. Bon, dites-moi, Michel, vivement dimanche, c'est devenu un repère de gauchistes. Oui. C'est quoi, c'est le canapé rouge? Oui, ça les attire. Ah là là, alors c'est quoi le casting prochain? Hugo Chavez, Evo Morales, Lady Gaga? Rassurez-moi, Michel, vous allez pas faire venir Fidel Castro, Pourquoi? Dans l'état où il est, il va vous saloper le canapé, ça serait moche. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, j'ai récupéré votre fiche au bureau. Vous êtes l'homme politique préféré du patron. Ah ouais, il vous jalouse, Vous avez le droit de faire tout ce qu'on lui interdit, dire des gros mots en public, insulter des journalistes en public et venir faire sa promo sur le service public. Je vous admire, Bon, on va passer à l'actu. Bilan des manifs. Brice Hortefeux se félicite du peu de nombre de voitures brûlées. Normal, une voiture sans essence, ça brûle beaucoup moins bien. Alors c'est le sujet qui nous a fait le plus de soucis au bureau. Comment trouver de l'essence? On était prêt à tout. Nicolas Sarkozy a envisagé d'envahir à son tour l'Irak. Ouais. Jean-Louis Borloo voulait demander aux pêcheurs bretons d'attendre la prochaine marée noire pour faire le plein de chalutiers. C'est bon, Éric Besson, lui, a trouvé une alternative éco-compatible. Les sans-papiers ont dû porter eux-mêmes leur charter jusqu'à destination. C'est ce qu'on appelle l'immigration durable. Sinon, moi, j'ai trouvé un truc. J'ai fait comme Ribéry, j'ai acheté une nouvelle voiture écolo, la Zaya. Oui, c'est la seule voiture qui va à la pompe toute seule.
Très bien. Vu la rareté de l'essence, on n'a pas envie d'en perdre une goutte. Passons au courrier présidentiel. On a reçu un colis piégé, je vous le montre. Un colis piégé cette semaine. C'est la réforme des retraites, je pense. On l'a désamorcé, mais il faut faire gaffe. Une bombe sociale, ça peut répéter tout le temps, vous le savez, Jean-Luc. En même temps, sur les retraites, on n'avait pas vraiment le choix. Vous avez vu cette statistique? D'ici 2060, la France va compter plus de 200 000 centenaires. Bon, augmenter la durée des cotisations, soit, mais il faudrait surtout veiller à réduire drastiquement les crédits de la recherche. Ah ben, on va droit dans le mur, on va droit dans le mur. Quoique tous ces nouveaux centenaires, Michel, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Salut. Quart des roses, on a reçu le faire-part de Céline Dion, comme tout le monde, voilà. Céline Dion qui a accouché en toute discrétion, 2 jumeaux, Sodo et Mi. Céline Dion, le micro-ondes le plus lent du monde, elle a mis 5 ans pour décongeler 2 Mr Freeze. C'est Véronique Courgeot, mais à l'envers, elle congèle et elle libère après. Alors la planète entière s'est réjouie, sauf sa voisine de maternité, tu penses, elle est à moitié sourde, la pauvre, maintenant. René, lui, a mis les cordons ombilicaux en vente sur eBay. Un cadeau, je vous ai apporté un cadeau, c'est le peigne de Nicolas Sarkozy, il l'a offert à Jean-Louis Borloo. Ah oui, il lui a dit, Jean-Louis, fais-toi une belle raie sur la droite, sinon c'est François Fillon qui va te faire la raie au milieu. Petite annonce perso, si vous permettez, je voudrais dire à la personne qui m'a volé chez moi mon ordinateur que je n'enquête pas sur l'affaire Bettencourt. Beaucoup de courriers de clients mécontents à cause de la visite du président chinois en France. La Chine, quelle belle usine. Plus de 60 ans de régime communiste. Régime dissocié, monsieur Mélenchon. D'un côté, il y a ceux qui bouffent, de l'autre, ceux qui en chient. Et on termine une sur... petite dernière pour la route. On termine sur une bonne nouvelle, c'est important quand même. 72% des Français n'ont pas confiance en Nicolas Sarkozy. Bon, j'ai fait le calcul, il perd 7 points par mois. Encore 4 mois, et notre président va enfin réussir son pari, mettre tous les Français d'accord. Régis Maillot. Alors, merci Régis. C'est Stéphane Bern. Toujours, tous les jours. Et le spectacle toujours. Au Casino de Paris, oui. Très bien. Merci cher Claude Sirillon. Merci Jean-Pierre Copp pour ce tapioca au lait qui était sublime. Et pour l'engueulade. Oui. Alors, le dimanche c'est terminé. Est-ce que ça correspondait à ce que vous souhaitiez, cette émission, cette immersion pendant 3 heures? Non, j'ai appris juste un truc à propos de la télé, c'est que celui qui s'y trouve est incapable de juger, en tout cas moi, je suis incapable de juger ce qui s'est passé. Donc je vais écouter ce qui se dit, ce qui va me revenir. L'ambiance était à peu près ce que... Vous imaginez serait, ouais. Bon. C'est très curieux pour un homme politique d'être dans cette ambiance. Et quand vous êtes passé chez Laurent, qu'est-ce qu'on vous a dit après? Non, parce que Laurent, c'est incontournable pour un homme politique. Oui, mais moi je ne suis pas gêné avec ça, parce que souvent on me dit, qu'est-ce que vous allez faire chez Ruquier? Qu'est-ce que je vais faire chez Ruquier? Chez Ruquier, on peut parler tranquillement. Voilà ce que j'ai été faire. Et un soir, il m'a donné la parole à un moment qui était clé pour nous. On commençait la réforme des retraites. J'avais passé une tribune dans l'IB, il m'avait fait un beau sort. J'essorais le comité d'orientation des retraites qui prétendait prévoir à 40 ans à l'avance ce qui allait se passer. Et je sais pas, 3 jours après, je passe chez Ruquier. On a cartonné, hein. Ah oui. Il y a plusieurs. Non, mais pour nous c'est important parce que ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont entendu, qui sont dit. Ma carrière est foutue. Bah oui. On a cartonné. Non. On avait bien préparé notre coup, Jean-Luc. Oui. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, attends, j'ai pas fini. Je suis grillé. Alors, encore un mot. Ah, merci, Michel. Encore un mot. Ah, il est malin, ce Drucker. Il voulait me griller définitivement. Encore un mot. Mais vous le direz au patron, hein. Alors, donc, j'ai eu la parole pendant, incroyable, 20 minutes, on me coupe la parole. J'ai vu. Et on a expliqué, et alors ça a donné du courage à plein de gens. Pas tout, heureusement qu'il y avait les syndicats. Moi, je faisais que la pointe dans cette affaire. Mais c'est très important. Mais aucune émission politique permet de faire ça. Pas le temps de finir une phrase. Bon. Là, j'ai eu le temps. Voilà, vous avez eu le temps. Bon, on va vous faire votre facture, hein? Oui, et moi... Ça va vous coûter aussi cher que le passage chez Laurent, hein, parce que les tarifs ont changé, hein, évidemment. Merci beaucoup.
L'émission est terminée. Jean-Luc Mélenchon, merci. C'est moi. La semaine prochaine, sur ce canapé, quelqu'un que Laurent connaît bien, c'est Laurent Gérard. Vous avez même travaillé sur des textes avec lui. Il y aura Nicolas Vanier, Patrick Prezan, Georges Lautner, Bernard Hinault, Las Palais Chevalier, Evelyne Bouix, Marianne Chazelle, Virginie Lemoine. Vivement, dimanche prochain, Laurent Delahousse dans un instant.